Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 2 sujets et une formule un peu différente d'habitude, je vous en dis plus dans quelques secondes. Les invités, Richard Haddad, bonjour. Bonjour. Philippe Pasco. Bonjour. Serge Federbusch. Bonjour. Et Laurent Arthur Duplessis. Bonjour à vous 4. Le célèbre Laurent Arthur Duplessis. T'es pas mal célèbre aussi. Non. Petit scribouillard. C'est ça. Alors, émission un petit peu différente. J'ai voulu la centrer sur l'intervention du président de la République, qui est remarquable par sa brièveté, puisqu'elle fait 14 minutes, ce qui est totalement inhabituel dans le format Macron habituel, et qui donc va constituer avec 5 échantillons le fil conducteur de notre émission. Donc je vais faire réagir les invités sur ces 5 échantillons qui m'ont paru pertinents. Et puis on aura un petit débat d'une dizaine de minutes sur ce qui s'est passé véritablement à la Maison-Blanche lors de la rencontre entre Trump, Vance et Zelensky. Allez, rendez-vous dans quelques secondes. On rentre dans le débat. Alors, donc nous allons commencer par un premier échantillon de l'intervention d'Emmanuel Macron, en gros qui parle de ce conflit qu'il dit être mondialisé du fait des Russes, et donc ça va être la première manière que nous allons de débattre. Magnéto, Serge, comme on dit. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Allez, Richard Haddad, je vous donne la parole sur le fait de l'implication de la Russie, à la fois dans la guerre, bon ça c'est pas nouveau, oui, dans la mondialisation et surtout dans la manipulation dont on serait victime en Europe. Oui, alors tout n'est pas faux. Ce sujet. Tout n'est pas faux, mais rien de nouveau. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, la Russie, comme toutes les puissances d'ailleurs, intervient dans nos affaires. Mais tout le monde intervient dans nos affaires. Les Américains avaient mis sur écoute Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien. Ouais. Tout le monde espionne, tout le monde. Ils nous racontent. On a l'impression qu'ils découvrent quelque chose de très grave, mais tout le monde fait ça. Quant aux interventions et aux tests, ils nous testent. Mais il y a quelqu'un d'autre qui nous teste depuis longtemps et qui est beaucoup plus dangereux. Oui. Ce sont les islamistes qui nous testent à longueur de temps. Ils testent nos lois, ils utilisent la laïcité pour imposer leur oui, Richard, mais l'intervention était sur la guerre, était sur ce qui se passe, sur le développement et depuis l'arrivée de Trump. Il ne dit rien de nouveau. C'est quoi ? D'abord, manipulation des élections. Quel mépris et quelle insulte pour les électeurs. Qu'est-ce qui nous explique qu'en gros, les électeurs, que ce soit en Roumanie, en France ou ailleurs, sont des crétins. C'est pas tout à fait ce qui est dit. Hein. Ok, Philippe Pasco. Moi, je pense qu'il est vexé parce que les Russes sont meilleurs que nous, quoi. Donc, dans l'espionnage. Dans l'espionnage. Oui, dans l'espionnage. Donc, c'est aussi simple que ça, quoi. Alors. Oui, et puis bon, mais comme je suis d'accord avec mon camarade, tout le monde le fait. Tout le monde espionne. C'est les réseaux sociaux. Oui, mais c'est la manipulation par des chatbots. Les réseaux sociaux, je sais qu'il y en a qui sont très, très forts. Le Mossad est très fort là-dedans. Il y a plein d'autres services qui sont très forts pour manipuler de façon massive les gens. Parce que maintenant, c'est plus de la manipulation que ça, c'est de la manipulation massive. Y compris dans les journaux. On a les preuves aujourd'hui que certains journalistes sont achetés. Bien sûr. Pour rédiger des articles au profit de tel ou tel pays. L'Azerbaïdjan aussi a acheté beaucoup de journalistes. Oui, même des ministres. Et même des ministres, exactement. J'ai rien dit. Il y a même des grands journalistes français dont on a prouvé ça seulement 2-3 ans, qu'ils avaient été payés pendant très longtemps par les Russes en l'espèce. Oui, mais il n'y a pas que les Russes. Et puis, Dieu sait que je ne défends pas les Russes, je ne suis pas du tout favorable à ce régime. Mais, question manipulation, est-ce que le gouvernement français et les copains d'Emmanuel Macron ne manipulent pas aussi via les réseaux sociaux les gens ? La propagande écolo-wokiste, matin, midi et soir, sur tous les réseaux sociaux, à l'école, c'est encore pire. Vous mettez un signe égal ? Mais bien sûr, mais c'est pire même. Bon. Parce que la manipulation russe...
ensemble. Pas ensemble. Ok, allez, Laurent Arthur Duplessis. Je crois que dès cette première séquence, le ton est donné par Emmanuel Macron. La divine surprise pour lui, si on peut dire, c'est qu'il peut à nouveau exister sur la scène politique intérieure en hystérisant complètement le débat. Alors l'hystérie, c'est effectivement un mode dominant de son tempérament et de sa façon de s'exprimer. Il a un fond hystérique très marqué, Macron. Et là, après cette dissolution désastreuse, cette paralysie parlementaire, cette vie politique française marquée par les déficits, la dette, l'échec, l'impuissance vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis il reprend la main, quoi, d'une certaine manière. Il reprend la main. Il a fait du théâtre sous la houlette de Brigitte et il continue à faire du théâtre. D'ailleurs, il a des trémolos à la Sarah Bernard et il est parfois ridicule parce que cette espèce de théâtralisation est grotesque. Et alors, il explique... Mais est-ce que tous les hommes politiques font pas du théâtre ? Oui. Ça s'appelle de la communication, oui, si on veut être... Oui, mais à des degrés différents d'hystérie, d'exaltation, Il n'est pas dans son rôle quand il prend la parole, 15 minutes pour dire la situation est grave, voilà ce qu'elle est. Il n'est pas dans son rôle quand il déverse des tombereaux d'anxiété sur l'opinion publique française, qui effectivement a tout de suite réagi par un accès d'anxiété, en faisant croire à l'opinion publique française, en gros, que bientôt les chars russes vont franchir le Rhin et se déployer sur la France. En gros, c'est ça. Ça, c'est pas demain la veille, quand même. Non. Et il y a une contradiction fondamentale qui est tous les jours sur tous les écrans. À la fois, le politiquement correct dit que les Russes sont des nuls, qu'en 3 ans, ils n'ont pas fait grand-chose en Ukraine, et en même temps, ils nous menacent. Oui, mais vous avez raison. Il y a une contradiction. Serge Federbusch, sur cette intervention de Macron, votre idole. D'une manière générale, j'appelle ça la Kievite 24. C'est quoi la Kievite 24 ? C'est la ressucée de la Covid-19. C'est-à-dire, bon, ça vient de Kiev, la Kievite 24. Okay. Et c'est quoi ? C'est le moyen pour des politiciens en déshérence, et dont Macron est la quintessence, en France, qui sont ridicules et dévalorisés, dévalués par la dette et par leur incapacité à faire face aux vrais problèmes du pays, qui sont des problèmes de désindustrialisation, d'islamisation, de déclin total de, finalement, l'ordre public, enfin des fondamentaux de l'ordre public. Et l'influence française à l'extérieur, on n'en parle pas, c'est la catastrophe au Moyen-Orient, c'est la Bérésina, il a réussi à implanter la Bérésina en Afrique, on a découvert avec Macron que la Bérésina, c'était un fleuve africain. Donc voilà, c'est un désastre, son mandat, son double mandat est un désastre, donc il essaie de reprendre la main, il a repris la main grâce à la Covid-19 lors du dernier mandat. Ça lui a permis de déverser des montagnes d'argent sur le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte et de faire taire les gilets jaunes et de passer à autre chose. Et bien là, il essaie de faire la même chose. Pour autant, ce qu'il dit sur la Russie vous semble faux ? Mais bien sûr que c'est faux, parce que c'est complètement, c'est la paille et la poutre. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, moi non plus, je suis pas un partisan de Poutine, mais dans une situation qui est à tort en partie partagée. Alors c'est vrai que Poutine, à la fin, a été quand même l'agresseur ultime, mais aussi on a joué un jeu qui était pas très clair avec l'OTAN là-dedans. On aurait pu, à certains moments, trouver les voies et moyens d'une forme d'apaisement, parce que l'intérêt stratégique majeur et historique de la France, ça serait paradoxalement, que la Russie devienne membre de l'Union européenne. Ouais. C'est ça, si la Russie était membre de l'Union européenne et qu'on avait un système politique qui allait de l'Atlantique à Vladivostok, on serait aussi important que les Américains ou les Chinois. C'est pas le main la veille, là. Maintenant, non, c'est pas le main de la veille. Demain, la veille, ça pourrait survenir. Mais on se laisse complètement manipuler par Macron et la quintessence du petit politicien. Et donc, il essaie de botter en touche, de faire oublier ses torts. Et voilà dans quelle situation on est dans aucune autre situation. Ok, alors je vous propose maintenant de passer à l'extrait numéro 2, qui va parler des conditions de la paix en Ukraine. Ce sera d'ailleurs l'occasion de parler de ce qui vient d'être signé, en tout cas, qui est une proposition de cessez-le-feu. Magnéto, Raphaël, vas-y. La paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Ok, alors, je cède la parole à Laurent. Je crois que là, c'est la grenouille qui veut faire le bœuf. Oui. Parce qu'en effet, ni la France, ni les pays d'Europe n'ont la main sur ce qui se passe.
Ça se passe entre Moscou et Washington. Et Zelensky lui-même est bien obligé de se soumettre de toute façon aux conditions imposées par la Maison-Blanche. Donc c'est un duopole Washington-Moscou. Mais est-ce légitime de mettre l'Europe de côté, alors que c'est quand même sur le territoire européen que ça se passe? Alors la notion de légitimité là-dedans est assez dérisoire. Car les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, selon un vieux précepte vespalien, issu donc des traités de Westphalie de 1648, et dont De Gaulle était d'ailleurs un adepte tout à fait convaincu. Pas en 1648 quand même. 1600, hein? Pas en 1648. Son esprit était déjà là. Oui. Et alors, ne répondez pas à ces provocations, Laurent, s'il vous plaît. Et en fait, la légitimité des Européens devrait résulter de ce que l'Union européenne s'est érigée en église droit de l'homiste, donnant des leçons au monde entier. C'est pour ça qu'elle serait exclue pour parler de Jeddah. Elle sera exclue. Est-ce que c'est raisonnable, d'ailleurs, finalement, d'exclure l'Europe? Est-ce qu'au final, il ne va pas quand même falloir à ce qu'il y ait une participation européenne, parce qu'elle va être nécessairement garante de la paix? Encore faut-il qu'elle existe, l'Europe. Mais c'est quoi l'Europe? Voilà. C'est ça la question. Non, mais c'est bien, en fait, elle n'est pas à la table. C'est le Vatican combien de divisions? Voilà, quel est le numéro de téléphone de l'Europe? Exactement. Elle n'existe pas, l'Europe. C'est quoi l'Europe? C'est 27 pays qui sont d'accord sur rien. C'est des armées inexistantes, et puis pour d'autres pays... Ça, on va en parler, c'est la notion de réarmement qui va arriver plus tard. Parmi les 27 pays européens, je déteste d'ailleurs dire ça, parce qu'il y a des pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne, et on a décidé que l'Europe, c'est juste l'Union européenne. En tout cas, il y a des pays qui n'ont même pas d'armée, et il y en a d'autres qui ont des armées un peu de figuration, et puis il y a la France qui a une armée encore puissante, même si elle a perdu beaucoup. Et elle n'existe, même l'armée française, qui est la première armée européenne, sans l'aide des Américains, elle est inopérante. Elle ne pourra pas faire grand-chose au-delà de 3 jours, et encore. Et donc, on dit que c'est 30 jours environ pour allez, admettons. Mais dans tous les cas, on n'existe pas. La France existe encore, même si son armée est devenue un peu faible par rapport à ce qu'elle était auparavant. Mais l'Europe, en tant que telle, n'existe pas. Donc la notion de cessez-le-feu, Philippe Pascot? Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la guerre, de toute manière, aujourd'hui, elle est perdue, puisqu'elle a complètement changé en 8 jours. Moi, j'ai discuté hier encore avec des experts militaires. Tout le matériel qu'on a aujourd'hui ne sert à rien. Aujourd'hui, la guerre, c'est les drones. Or, au niveau des drones, nous avons 15 km de retard. Oui, nous, mais alors pas en Ukraine, parce qu'en Ukraine, ils se sont mis en position d'économie de guerre, et ils les produisent par millions. Je parle de la France et de ce que vient de dire M. Macron. De toute manière, notre armée n'est pas prête, et de toute manière, la façon dont les gens font la guerre aujourd'hui est totalement différente de ce qu'elle se faisait il y a encore 5 ou 6 ans. Ça, c'est complètement évident. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire qu'ils vont nous réarmer en 5 ans. Ce qui veut dire que ça nécessite une adaptation des forces militaires. Maintenant, le fait que l'Europe soit exclue des négociations, je pense qu'il faut qu'on ait un petit peu de mémoire. Rappelez-vous, au moment des traités de paix entre l'Allemagne, défaite, les Russes et l'Amérique, à un moment donné, M. de Gaulle n'avait même pas un strapontin. Bien sûr. Et il a même été sévèrement tensé. Alors, je ne sais pas si c'était à Téhéran ou à Yalta. Le problème qu'on a, c'est qu'on avait un type qui s'appelait de Gaulle, qui avait assez de coronesse et d'intelligence diplomatique pour se réasseoir sur les strapontins et prendre une chaise. Et malheureusement, on a un petit rigolo aujourd'hui qui est incapable de s'imposer. Alors, Serge Fedor, la France, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que De Gaulle, il parlait au nom de la France. Macron, il parle au nom de l'Europe, vous comprenez, qui n'existe pas, encore une fois. En l'espèce, là, le sujet, c'est les conditions de la paix et le cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui est en proposition depuis cette nuit et qui est maintenant sur la place sur la table des Russes. Je suis leur chef, donc je les suis, ou alors la girouette qui tourne tellement vite qu'en temps de forte tempête qu'elle ne sait plus où elle arrive et où elle en est, et elle n'arrive pas à stabiliser. Là, on a l'exemple même avec Macron. Dans l'interview, dans l'extrait que tu viens de produire, on le voit dire « Ah non, le cessez-le-feu, pas vraiment ». Puis maintenant, il a déclaré ce matin même que oui, il fallait le cessez-le-feu, il faut se rallier à la solution. Il parlait d'un cessez-le-feu trop fragile.
mais en fait. trop fragile. Un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Voilà, bon, c'est un peu comme à Gaza ou ailleurs. Il y a un moment, on arrête de tirer, on n'arrête pas de tirer. Ouais. Tout ça, c'est du baratin. Il veut réexister politiquement, alors qu'il n'a aucun levier. Il ne pèse rien. C'est une espèce de figurant qui, justement, était à peine sur un strapontin, qui avait la moitié de ses fers sur un strapontin, qui prétend tout à coup avoir l'Oscar du meilleur acteur à Hollywood. Il est risible et ridicule et il nous déconsidère. Oui, C'est un peu- ça, on en a déjà parlé. C'est pas lui qui l'a provoqué, la guerre. C'est Non, juste non, qu'il est mais dans il en sa profite. position chef Il en de profite. l'État, non? Sur le cessez-le-feu, il y aura Trump finalement est en passe d'obtenir satisfaction. Trump, c'est un gars qui négocie brutalement. C'est un D'accord. dealmaker. Bon, il a été formé à deux endroits, le marché immobilier new-yorkais Yes. et la télé-réalité, hollywoodienne. Donc c'est pas des univers, c'est des univers extrêmement compétitifs et brutaux, l'un comme l'autre. Et donc, il tape. Et puis ensuite, il voit ce qui se passe. Et donc, il a réussi à obtenir de Zelensky que Zelensky se calme, parce que Zelensky, c'est vrai qu'il défend son pays de ce point de vue-là. Vous mordez sur le temps sur la photo. Pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie de Trump est ce qu'elle est. Il est possible, c'est pas certain, il est possible qu'elle fonctionne. Elle a l'air de commencer à fonctionner, quelle que soit l'opinion de tous les petits médiateurs et journalistes mondiaux qui sont des nuls, qui comprennent rien, parce que sa méthode brutale et de gros balourd peut obtenir des résultats, ça peut obtenir des résultats, et derrière ça, on a une espèce d'agité du bocal qui s'appelle Macron, qui n'a aucune voix au chapitre. Serge, on va parler, vous tous, on va parler maintenant de l'après cessez-le-feu, les chemins de la paix, et qu'est-ce qui serait possible de faire s'il y a une paix qui est signée. Donc, sujet suivant. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. Celles-ci n'iraient pas se battre aujourd'hui, elles n'iraient pas se battre sur la ligne de front, mais elles seraient là, au contraire, une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. Ok, alors Serge Federbusch, la question là, c'est la question de la paix et la question de comment va être respectée cette paix. Avec une force sur place ou pas? Justement, là n'est pas du tout la question, parce que derrière ça, la véritable clé pour comprendre cette intervention, parce qu'il n'a aucun moyen d'imposer quoi que ce soit, je réunis des chefs d'état-major de ceux qui veulent bien venir. On a vu par exemple qu'à un moment, il y a eu une déclaration comme quoi il y aurait une position commune avec la Grande-Bretagne. Immédiatement, les Anglais, qui eux sont nettement dépendants encore plus que nous des États-Unis, sont revenus. Il est resté dans l'air, un peu comme les personnages de Tex Avery, là, qui finissent par réaliser qu'ils sont dans le vide et qui se cassent la gueule. Bon, donc évidemment, il n'a aucune prise sur rien. Et d'ailleurs, il le sait bien, Macron. Il n'est pas dénué de bon sens de ce point de vue-là. Mais pourquoi il fait tout ça? Pourquoi ce baratin? Parce que ce baratin, derrière, le véritable agenda, c'est de justifier le retour d'un quoi qu'il en coûte, de dire les petits gars, les 3 ou 5% de déficit, parce qu'il sait que de toute façon notre situation budgétaire est inextricable, qu'il est foutu de ce point de vue-là. Eh bien, oublions, et d'ailleurs les Allemands commencent à le suivre aussi, oublions la situation budgétaire. On va participer à la reconstruction de l'Ukraine. Ou alors, il va toujours un sujet en avant, Serge. Là, c'est les conditions de la paix. Non, mais les conditions. Mais cette paix. Pardon, paix signée, comment elle est respectée? Comment on garde la Russie à distance? Cette personne. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est pas qui signe la paix. C'est une fois qu'il y a la paix, avec l'agression russe, il va falloir maintenir la Russie à distance. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix, il y aura un cessez-le-feu à la nord-coréenne, plus ou moins définitif, premièrement. Oui, mais la question demeure, qui va protéger l'Ukraine? Mais je vais vous dire, depuis 2022, qui protège l'Ukraine? C'est les Ukrainiens. Il faut arrêter avec des histoires de... L'armée ukrainienne a plus d'expérience que n'importe quelle armée européenne. Bien sûr. Et assez armée. Voilà, mais elle réussit. Il n'y a pas besoin... Elle résiste, ce sont de très bons résistants. Il n'y a pas besoin d'armée européenne. Vous pensez que la paix est signée, la Russie, en gros, garde les 20% du territoire qu'elle a conquise,
et on en reste là. Non, on n'en reste et les pas là. Ukrainiens se résignent. Il faut que l'armée ukrainienne reçoit. D'ailleurs, ils produisent eux-mêmes maintenant des armes, ça se développe, tout ça. Et moi, comme la Finlande s'est défendue autrefois et aujourd'hui au point face elle a adhéré à l'OTAN, hein, je vous rappelle. D'accord, mais enfin, je veux dire, c'est pas l'OTAN qui a défendu la Finlande il y a 50 ans, ou 70 ans. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a des pays, la Pologne par exemple, a une armée extrêmement puissante. Les pays frontaliers de la Russie, que ça soit la Pologne, la Finlande et demain l'Ukraine, sauront se défendre eux-mêmes. Pas besoin de nous, en fait. Non, de ce qui nous regarde ils ont besoin de nous peut-être pour une aide, pour acheter des armes, pour une formation, mais pas besoin de soldats. Philippe Pasco. On a même intérêt, nous, à y être, et pas des intérêts politiques, des intérêts économiques. Oui. Rappelez-vous quand même que la première discussion qu'ils ont eue entre Zelensky, Trump, Macron et Zelensky, c'était uniquement pour discuter de qui ramassait les terres rares en Ukraine. Oui. Les terres rares, et la reconstruction. Et jamais j'ai entendu parler de trêve, etc. J'ai entendu parler dans ces deux premières discussions de qu'est-ce que tu me donnes dans les terres rares. Donc c'est uniquement, nous c'est un intérêt économique qu'on a à continuer. Et Trump l'a dit. Moi je veux pas la guerre. Nous on n'a pas d'intérêt économique à ce que la guerre continue. Ah ben non, on n'a plus d'intérêt économique. On a intérêt à ce que ça pour continuer à désosser l'Ukraine, mais économiquement parlant, parce qu'il faut pas rêver. L'Ukraine économiquement parlant, elle est morte. Pardon, mais ça vous critiquez la position de Trump en disant ça. Mais je critique la position de Trump et la position de Macron, les deux. Celui qui, le plus brutalement en tout cas, le plus brutalement, il faut payer ce que ça nous a coûté, c'est Trump. J'ai 25 ans de politique derrière moi. Brutalement, c'est Trump. De façon perfide, c'est Macron. Pardon, pourquoi vous dites ça? D'abord, pourquoi tu peux me tutoyer, je suis pas ministre. D'accord. Pourquoi l'Ukraine économiquement serait morte? Parce qu'il faut rembourser. Mais alors, il y a de tas de pays. Ils ont des minerais qui ne peuvent pas utiliser parce qu'ils n'ont pas les moyens d'exploiter ces des minerais potentiels dont on a juste fait quelques sourcements éventuels et qui sont en plus en grande partie sur les zones les plus fertiles au monde. Oui, les terres rares. Mais les terres rares, elles sont en grande partie dans les territoires occupés par la Russie. Ils ont des terres rares. Ils ont des terres éventuellement riches, etc. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'on leur donne de l'argent sans retour? Mais ça n'existe pas, ça. Je veux dire, tous les pays du monde, quand ils achètent des armes, ils les payent. Et c'est un pays riche, l'Ukraine. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème pour eux. C'est pas mon problème. Alors, Laurent Arthur Duplessis, on va passer au quatrième sujet. Je voudrais dire que Macron pose un faux débat parce qu'il parle de la présence d'éventuelles d'armées européennes en Ukraine. Il n'en est absolument pas question. Pourquoi? Parce que Moscou n'en veut pas. Moscou a très clairement dit que ces armées européennes sont des armées des pays de l'OTAN, et même si elles ne sont pas là sous mandat otanien, mais sous mandat national et bilatéral, les Moscou considèrent que ce serait l'OTAN qui serait là. Mais ça veut dire, en gros, qu'il n'y a pas de paix possible. Pour Ou alors, il faut accepter tout ce que veut Moscou et ne rien faire de ce que voudrait l'Ukraine. En tout cas, l'Ukraine compte pour du beurre maintenant. Ce que veut Trump, c'est arrêter cette pénible affaire sanglante. Et il s'est fiché éperdument de ce que veut l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a pas voix au chapitre parce que l'Ukraine n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. Et les pays d'Europe non plus. Macron, il fait le théâtreux, il parle beaucoup, il est plus verbeux que jamais, mais il n'a pris sur rien du tout. Oui, alors je voudrais dire ça. Non, Serge, pardon, Serge, je suis désolé, on va passer au quatrième sujet, sinon on va pas y arriver à tenir dans les délais. Donc, quatrième sujet, qui est en gros sur le réarmement, un Buy European Act et la réindustrialisation dont on parlait tout à l'heure. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs années. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que, d'une part, cela renforce nos armées le plus rapidement possible, et d'autre part, que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. Alors, Philippe. Je suis simplement foudrage.
Pourquoi ? Quand j'entends qu'il va falloir qu'on trouve 800 millions, plusieurs milliards, alors qu'on est incapable. Il y a encore C'est 15 pas 800 jours. millions, c'est des dizaines de milliards. Il y a encore 15 800 jours. milliards au niveau européen, vous avez raison. Il y a encore 15 jours, on ne pouvait pas trouver de l'argent pour les hôpitaux, on ne pouvait pas trouver de l'argent pour la justice, on peut être pour les écoles. Il n'y avait aucun pognon sur la table. Il y avait même 60 milliards de dettes qu'il fallait qu'on rembourse, nous, les pauvres salariés, le petit. Et là, d'un seul coup, on va trouver des milliards de milliards pour faire des armes. Mais on est d'accord. Ouais. Sauf si c'est un emprunt européen qui est cautionné par la puissance européenne. 65 milliards l'emprunt européen. Ouais. Et Ursula von der Leyen nous a enfumé avec le chiffre de 800 milliards. C'est vrai. En réalité, il y a en vue un emprunt européen de 165 milliards. C'est tout. Le reste, c'est au bon vouloir de Les chacun. Allemands disent quand même 100 milliards à dépenser Oui. pour reconstruire Mais alors, il y a des tas d'effets d'annonce. C'est le nouveau. Ils balancent des chiffres C'est le comme ça. nouveau futur. Il y a des balance tas des d'effets chiffres, d'annonce chiffrés, mais on va voir ce qu'il y a dans la réalité. Autrement dit, vous n'y croyez pas. Mais non, 800 milliards. Donc de quoi il le s'agit ? réarmement de l'Europe, pour vous, c'est du bidon. D'une part, c'est 10 ans. C'est plus ça la guerre. La guerre, C'est c'est derrière 10 ans. les ordinateurs maintenant. Donc ça se passe sous. La guerre, l'Allemagne. c'est les hackers, c'est les drones, c'est des petites unités. Ça, c'est déjà pris en compte par Mais c'est l'ensemble des pays. c'est pas- Quand il dit L'Allemagne, réindustrialisation, Richard c'est pipeau. D'un coup, il vient d'être nommé chancelier, il nous balance des chiffres de 100 milliards. D'abord, on fait des études pour savoir combien va coûter le réarmement, etc. Mais ça fait longtemps que c'est fait en Allemagne. Non, mais- Pardon, le sujet, ça fait Alors, je vais vous longtemps qu'il répondre est sur abordé. l'Allemagne. Que Alors, le je vais vous dire dossier une est chose. prêt. D'abord, non, les chiffres ne sont pas sérieux, d'une part, parce il faut des études, profondes avec des militaires, et puis il faut 20 ans pour réarmer. Il faut 20 Et ans. personne ne dit le contraire. en Oui, mais l'espèce, moi, je vais hein. vous dire une chose. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans ? Dans 20 ans, il n'y a plus d'Allemands. Il n'y a plus d'Allemands. Alors, quand je dis ça, on me dit « Oh, mais non, mais c'est des Il y a mathématiques. » 80 et quelques millions En 2000, d'Allemands. il n'y a plus d'Allemands en 2050. C'est le grand On sera remplacement, c'est ça. Oui, en fait, qui va... pardon, en 2050, ce sera la guerre entre les Maghrébins en France, les Turkmènes en Allemagne et les Turkmènes de Russie. si on parle pas entre russe. les Dagestanais, les Turcs et les Maghrébins, parce qu'il n'y a plus de Français, plus d'Allemands et plus de Russes non plus, parce qu'on ne fait pas d'enfants, c'est tout. Ok. Je pense que Serge vraiment, Federbusch. tout ça confirme ce que je crois, immodestement, ce que je disais, c'est-à-dire que c'est en réalité un moyen d'habiller une tentative de fuite en avant budgétaire, rien d'autre. Bon, évidemment, le seul problème, c'est qu'ils sont pas, ils ont plus les moyens de cette Mais il n'y a fuite pas en la avant. nécessité Ils de sont- se réarmer. Mais ça, Il n'y a pas la nécessité d'acheter des armes et de les faire produire non, en Europe. pas du tout. La nécessité, mais c'est très inquiétant à la limite que tu puisses adhérer à ce discours. La nécessité, c'est de réindustrialiser, c'est de retrouver une industrie crois qu'à peu performance près tout dans le les monde est logiciels, d'accord etc. C'est Oui. pas d'essayer de courir après le F-35 ou des trucs comme ça, parce que ça restera F-35 toujours... dont on a appris bon. que les Américains Mais évidemment, pouvaient le clouer au sol. évidemment, mais on le savait déjà, on l'a pas bouton, pris. mais ça, c'est Bon, je voudrais l'escroquerie. On le savait déjà. Moi, je le savais mais pas. Attendez, Bien sûr, je mais- peux répondre pour le F-35, mais enfin, quelle hypocrisie. Ah oui, on peut mais de toute façon, tous les avions de chasse que l'on vend depuis des décennies au monde entier peuvent être arrêtés du jour au lendemain. Ce qui veut dire qu'on peut faire la même Pièces chose avec détachées. les Russes. Non mais Avec les rafales, on peut faire la même chose. pièces On peut faire la même chose Vous savez, avec les les Rafales. Iraniens avaient des F-14 en 1979. Ils n'ont jamais pu les utiliser. La révolution islamique ne les a jamais utilisés. Pourquoi ? Pas de pièces détachées. Genre, ça, on peut c'est- déconnecter. Oui, mais d'accord, mais quand on livre pas des pièces détachées, l'avion ne fonctionne plus non plus. Ok. Ça a toujours existé. Ça. Tous les vendeurs d'armes peuvent bloquer par une manière ou une autre ce qu'ils ont vendu. Je veux dire un truc sur l'Allemagne, Ouais. bon, qui me semble auquel les gens ont assez peu réagi. Donc c'est une fuite en avant, etc. Mais une question, un rappel historique. Depuis 1945, l'Allemagne, en fait, le pacte, en gros, c'était désarmement ou en tout cas neutralité militaire, et puis rigueur budgétaire, d'accord, avec le franc, le mark, etc. Ensuite l'euro, bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Merz là en arrivant ? Il nous dit on va faire de l'inflation, de la création monétaire pour financer le réarmement. Mais qui est le dernier à avoir fait ça en Allemagne ? Hein, qui, ça commence par un H et ça se termine par un R. Oui. Bon, et donc on a tous compris. L'inflation pour le réarmement, c'est la politique du Troisième Reich, d'accord ? Ok. Bon, mais c'est Pour bon, autant, et ça rend pas le chancelier, et ça, mais c'est nazi, extrêmement ou néo-nazi. grave. Mais bon, qui est nazi, qui ne l'est pas. On ne sait pas comment les gens peuvent évoluer. On ne sait pas comment les gens peuvent évoluer. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que dans leur incapacité à sortir de leur marasme économique et financier, les Européens trouvent
un exutoire dans les dépenses militaires et dans une forme d'agressivité-passivité qui ne mène à rien. Parce que le gros problème, c'est que ça ne mène à rien, ce sont en fait des nains. Donc, à mon avis, il va y avoir un effet boomerang. C'est que ça va leur revenir sur la tronche beaucoup plus rapidement qu'ils n'ont pu même exprimer leurs intentions bellicistes. Et donc, ça va conduire à leur effondrement. C'est ça auquel ce qu'on doit préparer, c'est l'effondrement des Merkel. Alors quoi, il faut apprendre et des Merkel et des Macron, etc., les 3 M, d'accord. Serge, vos petits-enfants, ils doivent apprendre quelle langue ? Mais mes petits-enfants, ils ont besoin d'apprendre le russe, français. l'américain, le français ? De continuer à parler français et pas de parler arabe. Parce que pas de parler arabe. Vous venez de baisser les bras pour le Coran. Non. Ils doivent continuer à parler français et pas arabe, d'accord. Éventuellement, alors ça va peut-être vous faire, le globish, l'américano-globish, parce que ça sera la langue véhiculaire des échanges mondiaux et ça l'est déjà. Et puis le reste, basta. C'est tout. On va regarder le dernier extrait. Juste un point de détail et je termine là-dessus. C'est que on m'a appris dans ma longue jeunesse, c'est qu'en fin de compte, il n'y aurait plus de guerre parce qu'on avait chacun une bombe atomique. En fin de compte, elle sert à quoi la bombe atomique ? Merci pour cet enchaînement. Allez, le magnéto sur la protection nucléaire française. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Ok. Laurent, sur l'extension du parapluie nucléaire français. C'est une erreur de parler d'extension du parapluie nucléaire. De Gaulle avait laissé entendre de manière impressionniste que les intérêts vitaux de la France pouvaient déborder les frontières de la France. Il n'était pas allé au-delà de ce degré de précision. Ce qu'on appelle l'incertitude stratégique. L'incertitude stratégique. Mais à partir du moment où on fixe des bornes, où on borne, c'est une erreur grave. Il ne faut pas borner, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais il ne borne pas, puisqu'il dit en gros, finalement, la main reste au président de la République. Non, mais c'est c'est le champ opératoire qui est borné. Et c'est ça qui est une erreur. Il ne faut pas borner le champ opératoire. Et ce que De Gaulle pratiquait admirablement bien. Emmanuel Macron rêve de devenir le président de l'Europe. Et ça fait depuis qu'il a été élu la première fois en 2017. Vous dites que c'est son job d'après. Oui, enfin c'est ce qu'il espère. Ouais. Moi je n'y crois pas du tout. Et donc il prépare l'opinion. Il avait évoqué notre siège au Conseil de sécurité permanent, au Conseil de sécurité de l'ONU, d'en faire un siège européen ou franco-allemand. Maintenant il parle du nucléaire. En réalité, il veut créer un poste de président de l'Europe plus important avec toutes les manettes de pouvoir. Est-ce qu'il n'est pas en train de répondre au fait que les Américains ont dit d'une manière ou d'une autre qu'ils n'interviendraient plus en Europe et que la protection nucléaire américaine... Non, mais ils n'ont pas dit ça tout à fait. Ils ont dit payer, il faut que vous payiez, on peut pas... Ils n'ont pas dit qu'ils n'interviendraient pas, ils ont dit on peut pas intervenir... Sauf que si on n'achète plus de F-15, mais qu'on achète des Rafales, les Américains vont pas être contents. On verra bien, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et puis, de toute façon, on peut utiliser le nucléaire français. Admettons qu'on a besoin de l'utiliser pour nos voisins européens. Pas besoin de parler de parapluie, ni de... Tout ça, c'est un jeu de Macron pour dissoudre la France dans une Europe fédérale. D'accord. Point final. Philippe Pasco et Serge Federbusch qui conclura. Moi, je suis atterré par cette déclaration de partage de la bombe atomique. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. C'est encore une fois du Macron communicant. Et alors je partage, mais en même temps, il n'y a que le président de la République qui pourra appuyer sur le bouton. Ah oui. Mais ça veut rien dire. S'il avait dit je partage, mais il va falloir qu'on amène 5 chefs d'État autour du bouton pour décider si on appuie, ça veut dire quelque chose. Pire, non ? Là, ça ne veut rien dire. C'est de l'esbrouf total. Et c'est de l'esbrouf dangereuse parce que faire de l'esbrouf avec le nucléaire, moi je deviens fou, quoi. Ouais. Parce que le nucléaire, c'est pas une arme. Le nucléaire, c'est un champignon. C'est 40 000 morts, c'est 50 000 morts, c'est 100 000 morts. C'est des nuages qui se déposent sur la Terre et qui, pendant 50 ans, 60 ans, rappelez-vous Tchernobyl, et moi je suis descendu en Ukraine, ça pollue la Terre pendant 200 ans, 300 ans. Il est fou, ce mec, à déclarer ce genre de choses. Il sait plus quoi dire, il dit n'importe quoi. Serge Federbusch. Oui, bon, c'est un petit kéké, il a plus le pouvoir en France, voilà. Il roule des mécaniques avec le dernier joujou qui lui reste, mais malheureusement, on sait que le joujou, il est tellement dangereux qu'il peut pas l'utiliser. Donc
voilà, ça n'a aucun sens. C'est juste une opération de communication qui ne peut convaincre que les boomers devant leur écran, complètement intoxiqués par BFM TV et tout ça. Non, mais vous êtes en train de dire l'outil nucléaire ne sert à rien à la France ? Mais non, ça peut servir, mais dans le cadre précis qui a été défini depuis De Gaulle, c'est-à-dire pour la défense des intérêts vitaux de la France et de personne d'autre, c'est tout. Le pouvoir, d'une manière générale, ne se partage pas. Si on avait un peu plus de temps, je vous raconte une anecdote sur Eisenhower pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est éclairante là-dessus. Tu m'accordes une minute ou pas ? Non, parce que j'ai une question. Voilà. J'ai une question à poser. Est-ce que les intérêts de la France commencent si la Pologne est envahie ? Mais la Pologne a largement les moyens de se défendre. Non, mais ils n'ont pas la bombe nucléaire. Mais ils n'ont pas besoin. Ils s'en serviront. Mais si jamais. Je pose la question. Ils s'en serviront jamais. Mais parce que se servir de la bombe atomique, c'est un point final. Exactement. Donc tout ça, c'est de la menace bidon. De la bombe atomique parce que dès lors qu'il s'en sert, il est mort lui-même. Si on reste dans un cadre non pas nucléaire, mais un cadre de conflit conventionnel, l'armée polonaise écrase l'armée russe en une semaine. En une semaine. Ah bon. Bon, mais bien entendu, c'est la plus puissante d'Europe occidentale, désormais continentale. Elle est extrêmement entraînée. C'est des mecs qui disaient qu'on passerait pas la ligne Mais Maginot. la grosse ça me différence, rappelle c'est des que les choses, Polonais aussi. sont beaucoup plus près des centres vitaux stratégiques de la Russie. Et la Russie est quand même affaiblie par 3 ans de conflit en Ukraine. D'accord. La Russie sait parfaitement de quoi il s'agit et ne le fera pas. Et jamais, bien entendu, et tout ça, c'est des. Sauf que est-ce que les Polonais vont admettre, par exemple, que l'Ukraine soit envahie en totalité par les Russes ? L'Ukraine ne sera pas envahie, on s'oriente. Il faut, à la fin des fins, avoir un minimum de bon sens. On s'oriente vers une situation à la chypriote, à la coréenne, une partition. Où il va y avoir une partition de facto. Et si on était Kissinger au lieu d'être les rois des cons, qu'est-ce qu'on se dirait ? Qu'est-ce qui se serait dit, le bon docteur Henry ? Eh ben, on va laisser Poutine se bouffer le Donbass, d'accord ? Et qu'est-ce que ça va provoquer pour lui ? Une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire dans 5 ou 10 ans, comme les gens, en réalité, il y en a beaucoup au Donbass qui n'ont pas envie vraiment d'être sous le joug de Moscou, eh bien, il y aura de l'irrédentisme, il y aura des troubles, ça va coûter de plus en plus cher à la Russie, il aura plus son bon, voilà, souvent en Russie. bon, et ça va coûter de plus en plus cher à la Russie. Moi, je ne surestime pas la Russie, et certainement pas Poutine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va l'affaiblir de plus en plus. Et un jour, il y aura un coup d'État à Moscou contre lui, d'accord ? Ça prendra 5 ou 10 ans, où il crèvera de sa belle mort, j'en sais rien. Qu'il a 76 ans. Et on passera à autre chose. La bonne stratégie dans ces trucs-là, si on était stratégique, on le laisse c'est le pourrissement, faire son glacis dans le Donbass, et ça finira par l'entraîner vers le fond. C'est très tout. Bien. Merci. Il a d'autres problèmes. Richard, là, on va passer à la rencontre Zelensky-Trump et Vance. Allez, à tout de suite pour cette image. Alors, cette fameuse image que nous voyons à l'écran, cette image de la Maison-Blanche, du bureau ovale, avec Trump, Zelensky et le vice-président Vance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y a des analyses complètement différentes. Moi, j'ai regardé les 43 minutes de cette conférence de presse pour me rendre compte que, en réalité, la dernière minute était assez violente, mais le reste avait été relativement courtois, avec quand même des grosses pincettes. Richard Haddad. Oui, d'abord, je dois rappeler... Alors, tout le monde s'est offusqué, tout le monde... En fait, on n'aime pas Trump. Ah oui. Alors, quand on n'aime pas Trump, et comme on ne l'aime pas, on est d'une subjectivité incroyable, voire d'une malhonnêteté intellectuelle. Alors, je dois rappeler quelques petits éléments rapidement. Je rappelle, ils ne l'aiment pas, Zelensky, les Américains. Enfin, je veux dire, l'administration Trump, pas que Trump, l'administration Trump n'aime pas Zelensky. Et pour cause, ce monsieur a été faire la campagne de Joe Biden. Excusez du peu, Joe Biden, qui n'est pas juste un adversaire... Quand on est un chef de l'État, est-ce qu'on ne doit pas s'élever à quelques étages au-dessus des griefs personnels ? Il va faire la campagne électorale, pas de n'importe quel adversaire. Le camp démocrate a tout fait, a voulu le mettre en prison, Donald Trump. Excusez-moi, Richard, mais Trump dit lui-même « You're playing », vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Oui, parce que c'est le deuxième sujet. D'abord, j'ai commencé par dire qu'il ne l'aime pas, et pour cause. Ils ont des raisons légitimes de ne pas l'aimer. Oui, okay. Parce qu'il a mal calculé, il fallait rester neutre, il a insulté l'avenir. Bon, c'est pas un signe d'intelligence. Deuxièmement, il débarque à la Maison-Blanche. Alors, comme vous dites, ça s'est passé de manière courtoise parce que, justement, ils se sont élevés.
savez, c'est de la diplomatie, etc. Mais a priori, il ne l'aimait pas. Et puis, à un moment donné, il commence à leur faire des leçons de morale. Alors, quand on vient quémander, on ne fait pas des leçons de morale. Celui qui a fait des leçons de morale, c'est lui qui a commencé. C'est Vancin. Non, c'est Zelensky qui a commencé par dire, par leur expliquer. Moralisateur, c'est Vancin. D'abord, pardon, avant de venir, il avait précisé que Donald Trump est manipulé par les médias russes. Donc, en fait, il l'insulte, il le traite d'imbécile. Parce que quand quelqu'un est manipulé, un chef d'État de la plus grande puissance du monde est manipulé par les médias russes. En gros, tu es en train de faire exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que toi, tu supportes pas Zelensky, donc tu trouves tout les arguments. C'est faux, parce que alors ça, c'est faux, totalement faux, parce que pendant toute cette guerre d'Ukraine, je l'ai défendu, je n'ai pas défendu le personnage, je l'ai défendu en tant que chef d'État de l'Ukraine. Mais je suis objectif, je dois reconnaître que, je ne vais pas rentrer dans la politique intérieure ukrainienne, mais il a fait je n'ai aucune détestation de Zelensky, je trouve juste qu'il a fait des erreurs. Après, les Américains... Moi, ce que je trouve détestable, pour reprendre et recentrer sur le truc, c'est la façon dont ça s'est géré. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette pseudo-conférence manipulée, c'est le type qui intervient, journaliste, en disant comment ça se fait que vous n'êtes pas en costume. Oui. J'ai trouvé ça complètement aberrant, complètement détaché complètement du débat et fait pour, entre guillemets, intelligemment, pour humilier. Et ça m'a pas plu. Moi, il y a une réaction qui m'a beaucoup frappé, c'est celle de Lech Walesa, qui a dit, et qui sait de quoi il parle, il a dit « ça me rappelle les interrogatoires qu'il y avait sous le régime communiste ». La manière dont ça s'est fait. En tout cas, la brutalité trumpienne, qui certes... est avérée quand même. Oui, et ne sacrifie pas aux élégances diplomatiques. Néanmoins, elle a été efficace parce que Zelensky est arrivé là assez fort en gueule en pensant qu'il pouvait continuer à faire ce qu'il a toujours fait, c'est d'engueuler tous les Occidentaux en leur disant qu'ils sont en dessous de tout et qu'ils n'en vont pas assez. Et là, Trump et Vance l'ont cassé. Alors, c'était peut-être pas élégant, mais ils l'ont cassé. Et il fallait le casser pour qu'ils viennent à récipiscence et qu'ils se plient à leur volonté. Et puis, c'est tout. Vous reconnaîtrez que c'est très inhabituel dans le langage qu'on a vis-à-vis de ses alliés. Et c'est justement, d'ailleurs, Vance a eu la même chose. C'est parce que Trump est très inhabituel qu'il fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs. C'est parce qu'il est très inhabituel. Soyons un peu parano, parce que de temps en temps, ça peut être utile pour comprendre les situations. Bon. Donc, évidemment, Trump file un coup, une bonne mandale c'est les méthodes de négociation américaines. Ça aboutit à ce que Zelensky marque le coup. Il a fait d'ailleurs une erreur parce qu'il a cru, il est arrivé lui aussi peut-être un peu avec un excès de confiance parce qu'il est habitué à donner des ordres maintenant, Zelensky. Il est en guerre depuis 3 ans, il donne des ordres, des directives à tout le monde et il n'a pas compris que c'était... Son pays tient. Et il avait des gens qui lui disaient oui, qu'il le présente comme un héros. Ce qu'il n'est pas entièrement, même s'il a fait preuve d'un certain courage. Et donc là, il s'est retrouvé avec des gens qui n'en avaient rien à foutre de son discours et de son soi-disant héroïsme. Donc, il n'a pas mesuré la situation, il a pris une mandale, et donc là, ça le conduit à négocier. De ce point de vue-là, la tactique de Trump semble efficace. Mais soyons un peu plus parano que ça encore. Si l'idée de Trump était finalement parce que c'est ça le vrai sujet derrière, c'est d'amener Poutine à négocier. Comment Trump pouvait-il faire pour conduire Poutine à négocier autrement qu'en montrant dans un premier temps que justement il n'était pas dépendant de Zelensky et qu'il était capable d'imposer des trucs à Zelensky. Donc si tout ce baratin n'était lié que du théâtre en fait, n'était que du théâtre, pas préparé avec Zelensky parce que je crois que c'était pas possible, mais en tout cas pour destiner à Poutine pour lui montrer que il dépend pas de Zelensky, mais maintenant, c'est ensuite la balle est dans le camp de Poutine et c'est ce qui se passe parce qu'ils sont en train de dire on va reprendre nos livraisons, on arme. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Voilà, vous avez raison. Nuit, et Poutine maintenant, la balle est dans son camp, il doit accepter le cessez-le-feu parce que s'il l'accepte pas Poutine maintenant, c'est lui qui est en tort désormais. C'est lui qui est en tort. Alors je vais vous dire, je trouve que votre analyse est très fine. Je pense qu'elle est très pertinente. Dans tous les cas, jusqu'à maintenant, c'est exactement ce qui se passe. Se dérouler. Ça ne devrait pas être filmé, ce genre de réunion. Mais ça, c'est Trump qui a choisi de le filmer. Absolument. Et qui a choisi de... OK. Une conférence de presse, surtout, elle a lieu la diplomatie après, américaine, l'armée américaine, c'est géré par des mecs qui ont été formés à Harvard, d'ailleurs, qui en même temps ont beaucoup d'expérience de terrain. C'est pas les petits kékés du Quai d'Orsay parisien. On n'est pas du tout à ce niveau-là, d'accord. Et c'est pas des Macron et des trucs comme ça qui croient être des grands sachants et des grands Manitou qui comprennent rien. C'est géré par des gens qui sont très pragmatique. Et donc,
faisons quand même crédit à Trump et aux gens qui l'entourent d'être un peu plus malins que ce qu'on imagine. Ok, écoutez, je vous propose d'en rester là, ce qui veut dire qu'on a récupéré un tout petit peu de temps pour les coups de gueule et les coups de cœur. C'est donc la prochaine séquence. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Troisième et dernière séquence de cette émission, les coups de gueule et les coups de cœur, c'est Richard Haddad qui s'y colle. Richard, mon coup de gueule ou coup de cœur en premier? Coup de gueule. Coup de gueule. Oui, contre Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui monte ses muscles matin, midi et soir, enfin qui ne fait rien. Et puis mon coup de gueule en particulier, c'est son passage dans une émission il y a quelques semaines, mais ça m'a marqué, je trouve que ça dit tout de lui tout de même, dans une émission sur LCI, il me semble, si je ne me trompe pas, face aux Français. Donc il était là, face à un panel de Français. Je ne reviendrai pas sur le panel qui ne représente pas du tout représentatif des Français, parce qu'il y avait... allez au cœur du truc. Alors il est là, les Français lui posent des questions. En gros, chaque fois, il commente l'actualité avec eux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui lui dit « ma fille a été violée », il dit « ah là, et puis le violeur n'a pas été condamné, il dit « ah mais ça c'est inacceptable, c'est pas bien ». Enfin oui, c'est pas bien, c'est toi le ministre de l'Intérieur, tu n'es pas là pour dire ce n'est pas bien. Il y en a un autre qui lui explique que l'immigration c'est formidable, il lui dit « oui, c'est formidable ». Enfin, en gros, il a tout de même sorti dans cette émission que l'intégration peut se faire par le travail. Sauf que tout démontre le contraire depuis au moins 20 ans. Tout démontre le contraire. Et donc, que c'est culturel, que c'est pas que le travail, etc. Et donc, pendant toute l'émission, c'était ça. Et puis, à un moment donné, il y avait une femme voilée parmi le panel, qui était très bien formée. On voyait bien que c'était une femme formée par les frères musulmans. Elle avait toute la dialectique et toute la stratégie des frères musulmans. Il était face à elle. Elle l'a eu sur la laïcité. Elle lui a démontré que la laïcité, ce n'est pas être contre le voile, etc. Et elle avait raison. Et il était bloqué. Il ne connaissait pas son dossier. Il n'a pas maîtrisé le sujet. Il s'est fait avoir par elle, à mes yeux. Ok, ça c'est vos coups de gueule. Et votre coup de cœur, c'est quoi? Mon coup de cœur, c'est Vance, le vice-président américain, à Munich. Qu'est-ce que vous lui trouvez? À Munich. Oui, à Munich. Sa déclaration munichoise, c'est à Munich, je me trompe pas. C'était à Munich. C'était à Munich. Sa déclaration qui a offusqué. Il a donné la fessée. Oui, mais pardon, il a dit ce que nous pensons et ce que nous disons, sans vouloir. Je dis nous, dans notre milieu politique, depuis 20 ans. En réalité, il leur a dit la vérité. Il a essayé de leur ouvrir les yeux. Ils ne veulent pas les ouvrir, tant pis pour eux. Mais enfin, en gros, il a dit ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire que dans 50 ans, il n'y a plus d'Allemands, ni de Français, ni de Russes. Voilà ce qu'il leur a dit. Avant de chercher vos adversaires, avant de vous entretuer entre vous, souciez-vous de ceux qui veulent vous envahir réellement et vous remplacer. D'accord. Bref, coup de cœur. Très bien. Merci. Philippe Pasco. Coup de gueule. Moi, mon coup de gueule, il est simple. Il est contre les autoroutes à flux libre. L'autoroute A13 et l'autoroute à Corse, parce que c'est une véritable arnaque, parce que c'est une honte. C'est ultra pratique. Mais tout est pratique quand on te propose ces choses comme ça. Après, c'est la servitude. Truc, ça me paraît pratique. Bah oui, c'est même toi maintenant qui va remplir ton machin, c'est toi qui vas payer, c'est toi qui rentres. Si au bout de 70 heures, t'as pas payé, t'as une amende de 10 euros. Et si au bout de 10 jours, t'as 135 euros. Que je paye 1 euro par mois. Oui, donc, je sais. Moi, je trouve que c'est une honte. Et en plus, c'est encore du fric en plus pour les concessionnaires qui licencient du personnel, et c'est pas pour ça qu'ils baissent le prix des autoroutes, au contraire, ils l'augmentent. Donc c'est une arnaque complète au profit d'intérêts privés et au détriment de tous les automobilistes. Parce qu'en plus, ça ne fait que commencer. Ils commencent aussi maintenant à vendre les nationales. Donc les nationales sont vendues aux régions, les régions ne pourront pas les entretenir, ils vont donc transférer ça à des entreprises privées qui vont nous faire payer les nationales aussi. C'est une honte par rapport à l'utilisation de la voiture. Je ne vais pas revenir sur la ZFE, ça complète le tout. Mon coup de cœur, c'est sur une petite association qui est dans le 91, qui s'appelle la Caravane du Partage, qui est donc une petite association qui s'occupe des gens isolés dans les villages. Ils fonctionnent 4 fois par semaine, ils vont dans des petits villages, et à 10h du matin, ils font venir des personnes isolées, des personnes toutes seules dans leur maison, pour préparer à manger ensemble, discuter et créer du lien. L'après-midi, ils font des échanges de savoir entre les personnes âgées, les personnes isolées. Je trouve qu'il devait y en avoir un petit peu plus dans les villages, de façon à ce que les gens se sentent moins seuls. Donc c'est la Caravane du Partage, et vous pouvez la retrouver sur Facebook.
Et c'est dans le 91. Excellent. En fait, vous souhaitez que ça essaime un peu partout. Je souhaite c'est une initiative privée, si je bien compris. C'est une initiative associative, soutenue par quelques municipalités. Excellent. Et ça permet à des gens qui sont isolés et tout seuls de se retrouver 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, à faire des choses ensemble avec d'autres gens qui habitent la même ville et de créer du lien. Bien joué. Merci Philippe Pascot. Serge Fudarbouch, on commence par un coup de gueule ou un coup de cœur ? On va faire un mix, c'est-à-dire c'est à la fois du coup de gueule et à 80% côté coup de gueule et 20% coup de cœur et vice-versa. Et ça sera le cas tout est pour dans tout et réciproquement. Exactement. Vous êtes centriste. Alors bon, c'est quoi ? C'est l'exposition de photos à Saint-Denis, à la basilique Saint-Denis, avec des femmes voilées qui sont censées incarner les nouvelles reines. Bon, tout ça à côté du tombeau de Charles Martel, etc. Bien évidemment, et d'ailleurs, ça a été revendiqué ensuite par la municipalité, c'est là aussi une offensive politique de gauchos et de communistes qui sont en symbiose avec les islamistes. C'est rien d'autre. Il y a quelques braves garçons ou filles, je sais pas, qui ont essayé, qui sont allés voiler les voilés, si j'ose dire. Ils ont même pas détruit les photos, d'après ce qu'on sait, ils sont allés voiler les voilés. Et donc, oh là là, dépôt de plainte, c'est une atteinte odieuse à la liberté de créer, au vivre ensemble, etc. Mais non, c'est simplement une saine réaction contre, en fait, une espèce de défi fait à l'histoire de France, parce que bon, c'est vraiment... d'ailleurs, la basilique de Saint-Denis, à mon avis, dans la grande explication, après le grand remplacement qui viendra un jour dans les 20 ans qui viennent, il y aura un jour la grande remise des pendules à l'heure et la grande explication, ça sera peut-être un des épicentres de cette situation. Et bien là, on est vraiment dans une provocation islamo-gauchiste avec une saine réaction. Et puis, toute la presse, les Parisiens, etc., la presse Arnaud, oh là là, les petits salauds qui ont osé porter atteinte au vivre ensemble à ces photos qui sont en fait des provocations. C'est là le coup de gueule et le coup de cœur, je comprends. Je voudrais rajouter, là, je rebondis sur le début de coup de gueule de Philippe, à savoir les zones et de ce qu'a dit Richard, sur les ZFE, les zones interdites, en gros, prolos, non parisiens, que d'ailleurs, le candidat d'Hidalgo à la mairie veut étendre à tout Paris, s'il gagne les élections en 2026. Emmanuel Grégoire, c'est celui dont vous parlez? Non, c'est l'autre, le sénateur. C'est Rémi Féraud. Okay. Non, la ZFE, c'est des grands boulevards jusqu'à la Seine, mais ils veulent l'étendre, lui, s'il devient maire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, évidemment, Retailleau, là, je vais rejoindre. On a l'impression que ça se fait comme ça, mais l'État aurait les moyens d'interdire ça, de la même manière que ces voies débiles de covoiturage sur les périphériques, c'est étendu sur l'A1, en fait. Pourquoi ? Et sur des autoroutes, parce qu'il y a la complicité entre Hidalgo et l'État. Et là, sur ce sujet-là... Le préfet de police, en l'espèce. Ouais, le préfet de police. Mais le préfet de police, c'est qui son boss ? C'est qui son patron ? C'est le ministre de l'Intérieur. Bon, tout ça se fait main dans la main entre Retailleau et Hidalgo, d'accord ? Et donc, c'est la démonstration par A plus B que leur opposition n'est que factice. Ce sont des fantoches dans leur position. Et j'en profite pour lancer un appel, c'est mon coup de cœur. Le 10 avril prochain, j'organise à 19h30 au Café du Pont-Neuf une réunion sur le thème tout à fait respectueux de bottons le cul au rejeton d'Hidalgo, en français dans le texte, et pas ni en arabe, ni en anglais, ni en rien du tout, bottons le cul au rejeton d'Hidalgo, le 10 avril prochain, 19h30, Café du Pont-Neuf, Paris. Merci pour cette pub involontaire. Ça me va très très bien. Le 10 avril est une très bonne date. Voilà. C'est celle de mon anniversaire. Oh, je dis ça. Mais viens animer la soirée. Viens animer la soirée gratuitement, bien sûr. Oui, bien entendu. Bien entendu. Allez, Laurent Arthur Duplessis, merci. Alors, Serge. mon coup de gueule, c'est Ursula von der Leyen, qui décidément s'attribue des prérogatives qui ne lui reviennent absolument pas. Elle, qui n'est que présidente de la Commission européenne, s'érige en présidente d'une Union européenne où elle décide de la guerre, où elle décide des budgets militaires et où elle décide et de l'emprunt de 165 milliards, emprunt européen, et de permettre aux États européens de mettre au pot 800 milliards au total, en les sortant de la règle des 3%, ce que réclamait la France depuis longtemps, puisqu'elle faisait le plus gros effort militaire. Et tout ça, c'est pas du tout dans ses prérogatives, absolument pas. Alors il est vrai que les chefs d'État européens la laissent faire. Ils pourraient la bloquer. Ils se gardent bien de la bloquer, aucun. Et alors, effectivement, elle embraye sur cette hystérie belliciste qui actuellement s'est emparée des esprits
des élites politiques européennes. C'est une espèce de folie belliqueuse qui sera observée avec curiosité par les historiens dans 50 ans. Et donc, mon coup de cœur va à David Lisnard, le maire de Cannes, qui est un de ceux qui dénonce cette folie, cette hystérie belliqueuse, ce besoin de sang, cette espèce de russophobie pathologique. Et il l'a dit publiquement. Et donc, à ce titre, je pense qu'il mérite un coup de chapeau. Et tout ça, hélas... il est bien seul pour le moment. Il est bien seul. Il y a eu aussi l'académicien dans le Figaro qui a fait un article tout à fait remarquable, je ne me souviens plus de son nom. Un article tout à fait remarquable il y a quelques jours qui a eu un grand écho, où justement, il s'interrogeait avec talent sur les démons qui s'étaient emparés de l'esprit de Macron. Il s'interrogeait pour savoir pourquoi Macron était mu par une telle hystérie belliciste. Et on voit effectivement s'élever un certain nombre de consciences, je dirais pacifistes. Alors le mot pacifiste apparaît injurieux aujourd'hui. Si on est pacifiste, on est un mou du genou, pour pas dire autre chose, et on est un traître munichois. C'est-à-dire qu'en fait, on s'apparente à Chamberlain et Daladier. Daladier est justement décrié d'ailleurs, parce que Daladier n'était pas du tout le personnage obtus qu'on a voulu montrer. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas peur de se faire traiter de munichois. Ok, le nouveau courage, ce serait d'être pacifiste. Oui. Ok. Allez, quant à moi, je vais juste conclure. Je suis un fan des Césars et des Oscars. J'ai vu Emilia Pérez. Ceux qui ne l'ont pas vu, pour moi, loupent un des grands films des dernières années, avec sans doute le meilleur réalisateur français vivant, Jacques Audiard. Et ceux qui ont regardé les Césars ont découvert, comme moi, le prix d'interprétation à un type qui s'appelle, je crois, Karim Leclou, et qui est étincelant dans une histoire qui s'appelle l'histoire de Jim. J-I-M. Et c'est une histoire magnifique. Une histoire de filiation et d'amour entre un père et son fils. Voilà. Pas confondre avec Jumanji. Jumanji, non, effectivement. C'est drôle, le Jumanji, ça commence à dater quand même. Alors que l'histoire de Jim, c'est tout récent. Allez, j'espère que vous écouterez mes conseils et ceux des autres, leurs coups de gueule et les coups de cœur, et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.